On va passer tout de suite à la première keynote. D'où vient cette notion de transition juste et dans quelles conditions doit-elle être menée? C'est ce que nous allons voir avec Solange Martin, sociologue environnement, climat et politique publique à l'ADEME. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais vous parler de transition juste, que c'est une expression qu'on entend de plus en plus dans le débat public et qui a deux caractéristiques, on va dire. La première, c'est d'être un peu un mot valise, c'est-à-dire que tout le monde met un peu ce qu'il veut dedans, sans forcément s'assurer que l'autre met la même chose dedans. Et la deuxième caractéristique, c'est d'être un peu magique. C'est-à-dire quand ça coince, la transition, on dit « Ah bah oui, mais il faut que la transition soit juste ». Donc, l'idée, c'est quand même d'aller essayer de comprendre cette notion pour dépasser ces deux caractéristiques qui ne sont pas très opérationnelles, même si là, on va quand même en rester au concept et aux logiques normatives. Mais je vais également parler, dans le cadre de cette présentation, des enjeux actuels de tout ça. Alors, déjà, une première interrogation, on sait que la transition, ça limite les gaz à effet de serre et ça permet de réduire les impacts futurs du changement climatique. Or, ceux-ci, le GIEC l'a dit, il n'y a aucun doute, vont accroître les vulnérabilités, les inégalités au sein des pays et entre les pays. Donc, la transition en elle-même, elle est déjà juste. Le corollaire, c'est qu'on ne peut justifier l'inaction climatique au nom de l'injustice dont serait porteuse la transition. Parce que c'est une politique économique et sociale différée dans le temps. Et ça, c'est pas rien, hein, parce que les chercheurs ont regardé tout ce qui pouvait justifier une action climatique dans les discours des uns et des autres, et on voit de plus en plus arriver cette idée « ah bah oui, mais c'est injuste ». Non, il n'y a pas plus injuste que de ne pas faire la transition. Alors d'accord, mais pourquoi on s'enquiquine avec cette question de transition juste? Justement parce que la justice pour demain n'épuise pas la justice pour maintenant. Donc on a bien une question de justice intertemporelle. Et puis également parce que la transition, elle peut se faire par différents cheminements, avec des impacts différents. Et là aussi, on a des questions potentiellement de justice à se poser. Et puis, dernière raison pour laquelle il faut s'intéresser à la transition juste, c'est que, comme le remarque le GIEC, au-delà des questions morales, il y a un impératif pragmatique. C'est-à-dire que si la transition n'est pas considérée comme juste par les uns et les autres, elle ne se fera pas et ça va se retourner contre elle. Alors la transition juste, c'est un concept, attention, c'est pas ce qu'on considère chacun comme juste au sein de la transition, ça c'est autre chose. La transition juste, c'est une vieille notion qui a 30 ans, qui est inscrite dans les textes internationaux et qui est riche de toute cette histoire. Donc elle a différentes significations qui varient selon les époques et selon les auteurs. Et c'est ça que je vais essayer de détricoter avec vous pour essayer de mieux la comprendre. Et puis on va voir les enjeux actuels. Dans ma présentation, ça sera surtout des exemples autour de l'énergie, hein, je suis ADEME, et de l'atténuation, mais ça vaut aussi pour l'environnement et l'adaptation. On va également se focaliser en France et en Europe. Donc toutes les questions de justice climatique ne seront pas... voilà, c'est un autre concept que celui de transition juste. Alors d'où ça vient la transition juste? Ça vient du syndicalisme américain des années 90. Donc en 1993, la notion est inventée par le président des industries, le président des syndicats des industries de la chimie et de l'énergie aux États-Unis, Tony Mazzocchi s'appelle, et qui a dit « Ok, on va faire la transition, mais je veux un super fonds pour garantir que les travailleurs n'auront pas à payer pour l'eau et l'air pur et l'air propre, l'air pur et l'eau propre plutôt, avec leurs emplois, leur niveau de vie ou leur avenir. » Et ça, c'est un positionnement déjà extrêmement révolutionnaire pour l'époque. Pourquoi? Parce que ça prend le contre-pied d'une position classique du patronat et des syndicats de l'époque, qui était d'une obstruction systématique contre toute régulation environnementale, au motif qu'il y aurait une incompatibilité entre régulation et activité. Alors là, ce qu'il dit, c'est quand même, voilà, l'air pur et l'eau propre, c'est intéressant. Donc oui, d'accord, pour tout le monde, y compris pour les travailleurs, faut le faire. Mais on poursuit l'intérêt général et ça met à mal des intérêts particuliers. Et c'est ça qu'il faut accompagner. Donc la première logique, rappelons-la, c'est de mettre en œuvre la transition. Dans transition juste, souvenez-vous toujours qu'il y a transition comme premier mot.
Alors après, juste, c'est quoi? Donc c'est donc accompagner la décarbonation et ou l'arrêt des activités brunes et aussi développer les activités vertes. Donc cette notion de Tony Mazzocchi, elle a eu un grand avenir et une certaine postérité, puisqu'elle a été reprise par les organisations syndicales canadiennes, mais aussi par la Confédération syndicale internationale, aussi la Confédération européenne, par l'OIT, qui a commencé à travailler dessus et qui a produit en 2015 un rapport complet de guidelines pour une transition juste. Et puis, c'est inscrit désormais dans le préambule de l'accord de Paris, donc la COP 2015. Également, ça fait l'objet d'une déclaration spécifique lors de la COP 24 en 2018, donc qui s'appelle la déclaration de Silésie sur une transition juste et solidaire. Alors, la Silésie, COP 24, c'était la COP en Pologne. La Pologne, pays très dépendant du charbon. Et dans cette déclaration, eh bien, on va ouvrir la préoccupation initiale sur l'emploi au secteur ville et territoire, et donc aux actifs matériels et financiers de ces activités brunes héritées du passé. Et puis rapidement, les syndicats se sont dit aussi, accompagner les perdants, c'est bien, mais si on pouvait maximiser les gagnants, ce serait encore mieux. Donc l'idée, c'est aussi de développer l'emploi et les activités, les actifs verts. Alors là, on se dit, c'est bon, on est juste dans notre... Enfin, déjà, si on fait tout ça, c'est pas mal. Oui, mais il y a un petit problème. C'est que la transition, quand on la fait, elle a des impacts non seulement sur les activités brunes et vertes, mais aussi, et on le sait, sur l'ensemble de la société. Si vous valorisez le carbone par quelque moyen que ce soit, une taxe carbone, un mécanisme d'ajustement aux frontières, des normes, des marchés d'émissions, eh bien, ça va avoir des impacts sur l'ensemble de la société. Et puis ces impacts, ils vont être aussi différenciés en fonction des acteurs économiques, mais aussi des catégories de population et des groupes sociaux. Donc là, il faut défocaliser un petit peu, lever le nez des émissions pour aller regarder quoi? Les vulnérabilités au-delà des activités vertes et brunes dans l'ensemble de la société et du tissu économique. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve dans la stratégie nationale bas carbone de la France. C'est aussi ce qu'on trouve dans un mécanisme européen qui s'appelle le Fonds social européen pour le climat, qui va être mis en place à partir de 2026 pour précéder et amortir l'élargissement des marchés de quotas au secteur du transport et du bâtiment. Et c'est vraiment pour venir en aide aux ménages et aux entreprises les plus vulnérables. Et ça s'oppose au mécanisme européen dit de transition juste, qui lui est court depuis 2021 et qui lui a vraiment pour but la décarbonation de l'industrie et la reconversion des salariés. Donc prendre en compte les vulnérabilités, c'est quoi? C'est les comprendre et les accompagner afin de maintenir un niveau de vie décent pour l'ensemble de la population. Donc on a un problème, on va dire, de pauvres, mais on a aussi un problème d'appauvrissement, et donc il faut aussi éviter d'accroître le sentiment de déclassement d'une certaine partie de la population, et puis inclure les zones vulnérables, les minorités, les précaires. Alors là, c'est bon, on est juste. Et puis c'est peut-être plus cette idée-là que vous avez. En France, on pense transition juste tout de suite, justice sociale. Non, transition juste à la base, transition juste envers les activités brunes héritées du passé. Eh bien, on n'est pas encore juste là, parce que les inégalités, elles touchent aussi la capacité de chacun et de chaque partie prenante à faire valoir son point de vue et ses intérêts dans la prise de décision. Et donc ça, dès le départ, les syndicats ont été très... pushy sur cette question. On ne fait de transition juste qu'avec un dialogue social et qu'avec une participation donc de l'ensemble des parties prenantes, ce qui implique d'inclure y compris les citoyens, mais pas uniquement les citoyens, dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques 1, 2 et 3 à toutes les échelles territoriales. Donc cette question, cette exigence démocratique, elle est transversale aux trois premières. Et puis, je me répète, mais c'est important de l'avoir en tête, quand on passe du 2 au 3 et au 4, on fait quelque chose de très important qui est d'élargir le périmètre de réflexion. Alors, c'est un peu enquiquinant parce que c'est plus facile de faire de l'environnement uniquement dans la sphère environnementale, mais non, la transition, c'est vraiment une question qui est beaucoup plus large, qui touche l'ensemble des aspects de la société et des économies. Alors maintenant, on va regarder quels sont les enjeux réels de tout ça. Et déjà, on va commencer par l'emploi.
Alors, l'ADEME a fait un certain nombre de projections dans le cadre de ces scénarios de transition à 2050, projections macroéconomiques, qui montrent que, globalement, en 2050, l'impact de la transition sur l'emploi il est plutôt positif, légèrement, mais plutôt positif. Le problème, évidemment, c'est qu'on a des contrastes importants entre les secteurs et les régions, puisqu'il y a certains territoires où certaines activités sont concentrées. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les risques pour la transition, c'est aussi d'avoir des besoins non satisfaits. Ben oui, si on fait les rénovations telles qu'on les prévoit dans les stratégies, on a entre 170 000 et 250 000 emplois à créer en France dans le secteur de la rénovation d'ici à 2030. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir les emplois, mais pas les compétences pour pouvoir les occuper. Et ça, c'est si on fait la transition. Mais on sait que déjà, d'ores à présent, dès maintenant, en 2020, en tout cas, la moitié des emplois de l'économie verte étaient confrontés à des difficultés de recrutement. Donc ces aspects de formation et d'emploi sont vraiment très importants. Et puis, dernière chose à avoir en tête sur les enjeux réels, c'est qu'on reste malgré tout sur des volumes assez faibles. D'ailleurs, Tony Mazzocchi le disait déjà dans son article de 93, sur le million de salariés américains qui étaient mis au chômage par an dans les années 80, il n'y en avait que 2000 qui l'étaient pour des questions de régulation environnementale. Alors ça ne veut pas dire, quand vous faites partie des 2000, c'est du 100% pour vous, et c'est important. Encore une fois, pour certains secteurs et territoires, c'est important. Nous, on sait également, je vous donne juste un autre exemple, donc c'est la CFDT qui a fait ça avec la fondation, anciennement Nicolas Hulot, de faire une projection pour l'industrie automobile. Ils arrivaient au chiffre de 10 000 emplois qui seraient perdus dans la filière moteur en raison du passage au tout électrique entre 2021 et 2026. Mais c'est à mettre en perspective avec les 100 000 emplois perdus dans la filière ces 10 dernières années et les 100 000 emplois qui pourraient encore être supplémentaires, qui pourraient encore être perdus dans la filière d'ici 2035 en raison de la reconfiguration des chaînes de valeur, c'est-à-dire en gros la désindustrialisation française. Donc à l'avenir, les emplois de demain, ils seront, et on le sait, plutôt moins verts que sociaux. Et le chômage, il va être plus potentiellement dû au développement de l'IA et à la désindustrialisation qu'à la transition. Il n'empêche, c'est un enjeu pour la transition, juste de faire attention à ces emplois, et peut-être ont-ils droit à un petit peu plus, d'accompagnement de la part du collectif, puisque le chômage est dû à la poursuite des intérêts généraux en matière de transition. Alors, un petit slide qui devrait vous intéresser plus particulièrement, c'est les actifs physiques et financiers. Encore une fois, la déclaration de Silésie, c'est aussi d'accompagner les secteurs, villes et territoires très dépendants des fossiles. Cette inquiétude, elle a aussi émergé au sein du monde syndical, parce qu'il y a dans certains pays, vous le savez mieux que moi, les retraites ou une partie de la rémunération qui est directement corrélée aux performances boursières des entreprises en question. Mais l'inquiétude, elle est aussi peut-être plus largement venue des milieux financiers sur le risque de bulle carbone et de dépréciation d'un certain nombre de valeurs boursières. Alors, peut-être avez-vous entendu parler de ce rapport qui a fait pas mal de bruit à l'époque, en 2011, de Carbon Tracker, qui regardait l'ensemble des réserves de fossiles connus et valorisées, dont étaient propriétaires les entreprises et les pays qui fonctionnent comme des entreprises énergétiques. Et puis, ils ont comparé avec ce qu'on avait le droit de brûler pour ne pas dépasser 2 degrés. Donc ça, c'est des chiffres de 2011. On n'avait pas encore tous les réserves de fossiles non conventionnels. Et puis, c'était 2011, donc c'était pas encore les objectifs de l'accord de Paris 1,5. Et ils arrivaient quand même déjà à cette époque à 80% des réserves déjà valorisées qu'il ne faudrait pas brûler. Et ce qui, quand on le valorise, donc ça c'est Fullerton qui a fait ça, ça fait 20 000 milliards de dollars en 2011. Donc on a un petit souci là, effectivement, de risque financier quand même assez important, sachant que c'est 40% du PIB mondial, c'est pas non plus infaisable, mais il va falloir s'y prendre de manière organisée et
voilà, de faire les choses certainement pas en un clin d'œil, mais ça demande une planification quand même importante. Pour ce qui est des actifs matériels, cette transition et l'accompagnement public est déjà largement engagé via le mécanisme de transition juste, mais via un tiers du plan de relance France 2030, via les aides publiques comme le bonus automobile. Quand on donne un bonus automobile aux ménages, eh ben, on les aide à verdir leurs biens matériels. Quand on fait des aides à la réno, c'est pareil, rénovation. Quand on fait un fonds air-bois pour avoir une cheminée qui émette moins de particules, tout ça, c'est des aides ADEME. Pareil, on verdit des biens matériels et des capitaux que possèdent les ménages. Alors ça pose quand même, voilà, on a deux problèmes de transition juste là, qui sont que on sait qu'il y a un montant quand même assez important de financement public pour faire cette transition. Alors en 2050, encore une fois, les projections de l'ADEME, en gros, avec un petit multiplicateur keynésien, ça marche très bien. La transition, elle s'autofinance, en fait. Elle crée, ça va pas être un petit problème, par contre, de trésorerie. C'est-à-dire qu'il y a il y a des investissements à consentir maintenant. Alors, le rapport Pisani-Ferry est arrivé à un montant de 34 milliards d'euros par an supplémentaire, 66 milliards si on met l'investissement privé. À cela, s'est rajouté des chiffres de la Direction générale du Trésor, qui est que si on taxe plus les fossiles, on a un petit problème de rentrée fiscale, notamment 13 milliards donc, en 2030, 30 milliards en 2050, si on est sur l'électrique, ou alors il faut rebasculer les taxes sur l'électrique. Donc on a ce petit problème de liquidité à court terme et d'investissement, donc à la fois public et également privé. Et puis, il faut savoir que si on ne le fait pas, on ne préserve pas la valeur économique et financière à moyen et à long terme. Alors, moyen terme, c'est 2030. 2030, c'est quand même dans pas très longtemps. Donc, l'ADEME a fait une étude aussi sur les risques pour la France d'une transition qui ne serait pas faite au niveau mondial. Parce qu'on peut toujours avoir l'idée, oui, mais si les autres, au moins une idée de passagers clandestins, c'est ceux qui vont faire la transition qui vont perdre. Non, parce que la France, elle va perdre aussi si la transition mondiale ne se fait pas. Et notamment parce que ça va limiter considérablement les activités qu'on a avec l'étranger. Et donc, on est arrivé là, au chiffre que retarder la transition mondiale à 2030 et pas la faire maintenant, ça nous coûterait 1,5 de PIB en 2030 et 5 points de PIB en 2050. Donc, on a bien aussi un problème non seulement de préserver les écosystèmes, l'habitabilité de la Terre, etc., tout ce que vous connaissez, mais aussi de préservation de la valeur et des actifs matériels et financiers à terme. Et encore, je ne vous ai pas parlé des impacts du changement climatique. Alors, sur la question des vulnérabilités, donc la deuxième logique, on sait qu'il y a, sous certaines conditions, des synergies entre réduction des inégalités et réduction des émissions. Il y a en revanche toujours des synergies entre réduction des inégalités et résilience aux impacts du changement climatique, actuel et futur, ne serait-ce parce que les gens ont un peu plus de capacité à se protéger de ces impacts et à investir dans leur santé. On a donc à voir un problème d'une part de pauvreté. Les chiffres de l'Observatoire de la précarité énergétique que préside l'ADEME donnent 3,4 millions de ménages qui appartiennent aux 3 premiers déciles et qui sont en situation de précarité énergétique. Ça fait quand même plus de 10% de la population. Donc l'idée, c'est de ne pas accroître la part des précaires énergétiques. On a un problème d'appauvrissement. En tant que sociologue, le sentiment de justice ou la justice, il est aussi dans les écarts. C'est-à-dire que si tout le monde gagnait la même chose, on serait plein à considérer que ce ne serait pas juste. Donc l'idée, c'est aussi de maintenir les écarts, mais l'idée de ne pas tasser tout le monde vers le bas. Sinon, ça s'appelle un sentiment de déclassement important. Ça a fait les gilets jaunes aussi. Les gilets jaunes, c'était pas le premier décile de revenus, ils n'ont pas de voiture. Donc c'était ceux qui étaient un petit peu au-dessus. Donc il faut aussi arriver à avoir en gros des efforts progressifs sur l'ensemble du spectre social et qui aillent jusqu'en haut pour des questions aussi d'exemplarité et d'évolution des modèles sociaux. En matière de démocratie, de participation des parties prenantes, il y a certainement à repenser les mécanismes de participation
On est dans un pays où 69% des Français estiment que le système démocratique ne fonctionne pas bien, que leurs idées ne sont pas bien représentées. Et certainement dans les dispositifs du type convention citoyenne pour le climat, par exemple, avec des participants tirés au sort. Alors j'ai eu la chance d'être experte aussi du membre du groupe d'appui à la convention citoyenne pour le climat, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Mais c'était effectivement assez intéressant d'avoir là, pour le coup, des gens qui ne viennent pas aux réunions publiques traditionnelles et qui ne votent plus. Donc là, si vous faites en sorte de les indemniser et de les tirer au sort, bah, on a vraiment tout le monde. Et si on fait une redevabilité politique, c'est-à-dire l'idée que si on ne suit pas les recommandations des citoyens, le politique doit motiver sa décision, il n'est pas tenu, hein, ça ne remplace pas la démocratie représentative, mais c'est juste une manière de l'articuler. Là, on peut aussi éviter de générer de la rancœur ou de l'amertume parce qu'on a l'impression de ne pas avoir été écouté. Pas suivre est une chose, pas écouter en est une autre. Et puis, un besoin encore plus prégnant d'informer, de clarifier les débats publics. Alors ça, c'est compliqué parce qu'on est dans un contexte donc, de méfiance important, de développement des fake news. Et la cohésion sociale, la légitimité politique des institutions, elles sont cruciales pour gérer une transition qui est objectivée scientifiquement. Alors de temps en temps, oui, on se rend compte que le climat, il y a des trucs qui ne vont pas, mais quand même, globalement, c'est une moyenne mondiale, c'est etc. Donc si on ne fait plus confiance à la science et aux experts, aux institutions, on est quand même un petit peu enquiquiné. Alors, les recommandations pour l'action publique et privée, c'est d'avoir bien en tête que c'est mon dernier slide, promis. Après, je remercie tout le monde. Donc, c'est une transition. La transition juste, c'est une transition, hein, rappelons-nous. Déjà, c'est une transition qui accompagne les activités brunes et vertes héritées du passé et qui tiennent compte des vulnérabilités de toutes les parties prenantes et qui soient décidées démocratiquement par toutes les parties prenantes également d'un territoire. C'est bien une séquence d'action qui place la transition au premier plan. Alors attention, la transition juste, encore une fois, n'amoindrit pas l'ambition de la transition, mais la complète. Et cet ordonnancement entre les objectifs de politique publique, c'est un ordonnancement normatif, pas chronologique. Il ne s'agit pas de faire, la transition, de dédommager les emplois, et puis dans 10 ans, on s'occupera des précaires énergétiques. Non, on fait tout en même temps, pas forcément par les mêmes personnes, mais on ne remet pas en cause l'impératif de transition au motif que ça peut éventuellement, si on ne fait pas les mesures qu'il faut, augmenter la précarité énergétique. Il faut juste mettre en place les mesures qu'il faut. On voit aussi que la transition juste, elle joue un rôle réel, mais non prédominant, au regard de plein d'autres processus dont elle peut parfois finir par être bouc émissaire. Hein. Là, on l'a vu dernièrement, la transition et les politiques de transition, c'est un peu la variable d'ajustement des conflits sociaux et des tensions politiques et géopolitiques. Pour que la transition juste puisse porter son plein potentiel. C'est pas qu'une question de transition. Hein. On commence activité fossile et on finit avec les fake news. Donc on voit bien que c'est un ensemble de politiques publiques, économiques, commerciales et sociales qu'il est nécessaire de mettre en place et d'actions cohérentes de la part des parties prenantes, dont le secteur de la finance. Et pour vous, je vous ai gardé 2 petites recommandations. Voilà, comment on fait d'une part pour développer la finance verte. L'ADEME s'occupe beaucoup, via le projet qu'on coordonne européen Finance Climate, d'avoir des méthodes pour permettre de juger de la crédibilité des plans de transition des entreprises. Donc ça, c'est la méthode ACT. Donc il y a une taxonomie européenne. Voilà, on a un certain nombre d'outils qui existent. Voilà, il y a internationaux également. Et dont il serait bon que la finance s'empare. Mais néanmoins, il n'y a pas que la finance verte. Il y a aussi comment on fait pour rendre les investissements verts plus rentables que les bruns, pour ne pas détruire de la valeur à moyen et long terme sans crise financière, qui est quand même un des sujets, parce que c'est pareil de mettre un logo sur un yaourt en disant yaourt bio, etc. Mais si le yaourt bio il est 3 fois plus cher et que vous ne le trouvez pas là où vous faites vos courses, ce sera toujours le pas bio que vous achèterez. Donc là, je sais bien que ça dépasse vos capacités individuelles, mais il y a une vraie question pour le secteur entier de la finance de planifier cette transition qui, au final,
peut peut-être évidemment détruire un peu de valeur, mais qui permettra à terme aussi de la conserver. Et si on a des systèmes de développement qui ne permettent pas de préserver l'intérêt général et les intérêts privés au-delà d'un horizon d'une année sur l'autre, c'est quand même un petit peu dommage. Donc, eh bien, c'est à vous. Et merci infiniment pour votre attention. Vous retrouverez tout ça dans l'avis de l'ADEME qui vient de sortir sur la transition juste. Il y a, pour les plus motivés, un article aussi plus académique. Et puis, je vous ai mis également l'étude ADEME sur les risques climatiques d'une non-transition à l'échelle mondiale pour la France, histoire de se rappeler que si la transition ne se fait pas, ça va aussi nous coûter à nous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Solange.